Merci. Donc, le programme du jour, donc on va effectivement parler de DDMRP, de comment ça marche, et puis d'exemples de missions dont va nous parler Bernard, et surtout, on va pouvoir avoir un certain nombre d'échanges ensemble. Alors, petite précision, on va enregistrer ce webinaire. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ne souhaitent pas être reconnus, je vous propose de couper vos caméras ou de changer votre nom. Voilà, simplement que vous le sachiez. Pour démarrer un peu notre interactivité, je lance un petit sondage. Donc, si vous êtes dans l'appli Zoom, normalement, vous allez pouvoir participer. Si vous êtes sur un navigateur, probablement vous ne verrez pas le sondage. Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser le chat pour nous donner un peu voilà, de quelle fonction, dans quelle fonction vous êtes, dans quel secteur, et puis un peu comment vous nous avez connus sur ce petit déjeuner. Voilà, on va se donner une petite minute pour remplir ce sondage et je partagerai les résultats de ce sondage. Ça va nous permettre ça vous permettra ensuite de pouvoir nous communiquer les différentes questions dans, dans ce petit déjeuner, puisque on n'est pas physiquement ensemble, mais ça nous semblait important de pouvoir répondre à vos questions, même si vous n'avez pas de post-it, mais vous avez des post-it virtuels. Alors, on n'en est pas très loin. Je crois qu'on a 13 personnes, donc ça veut probablement dire qu'on a des gens qui ne peuvent pas répondre. Allez, je crois qu'on plafonne. Alors, ben, écoutez, il y en a un certain nombre qui sont venus pour Bernard, Christian ou moi. Donc, je le souligne, hein, 30%. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien dès le matin, un petit peu de bien à l'ego. Bon, globalement, vous êtes là parce que le sujet vous intéresse et que vous aimeriez bien qu'on vous explique. Donc, écoutez, ça tombe bien puisque c'est exactement le sujet de notre petit déjeuner. Et le café, où est-ce que vous le trouvez? Écoutez, promis, dès que la situation s'améliore, bien volontiers, le café, on le partage avec vous. Et puis, le café, les croissants et toute la convivialité qu'on aime chez Optime avec nos clients. Mais Alors, Mélanie, tu as plus que 100%, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont donné deux réponses. oui, il y avait plusieurs réponses Ouais. possibles. Ok. Exactement. Donc très bien, il Merci. y en a Merci qui pour vient ta pour vigilance. qui vient pour toi et pour le café. Ah, exactement. Exactement. C'était le but. On pouvait répondre plusieurs réponses. Euh, Christian, est-ce que tu as des réponses à Oui, nous? des réponses complémentaires aussi Ouais. pour des personnes qui nous connaissent et puis pour bien connaître et curieux de découvrir la démarche DDMRP. Ok, super. M'intéresser. Pour les 15% que le sujet n'intéresse pas, on va essayer quand même de les intéresser ce matin. Voilà. Exactement. Merci Bernard. Parfait. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, quand on se parle de DDMRP, de quoi vraiment parle-t-on? On se parle évidemment de supply chain, mais bien de supply chain end-to-end, c'est-à-dire depuis le fournisseur de votre fournisseur jusqu'au client du client. Et on parle de méthodes de planification et d'exécution sur toutes les étapes de cette supply chain. Donc, c'est-à-dire que on se parlera aussi bien d'approvisionnement, de planification et d'exécution de production, mais aussi de déploiement. Voilà. Donc, c'est vraiment le cadre de notre sujet de ce matin. Il est sur l'ensemble de la supply chain. Alors, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on utilise différents systèmes de planification, dont le MRP qui s'appuie sur des prévisions, des paramètres de stock et qui est bien souvent épaulé par Excel. Hein, vos planificateurs utilisent et sont très habitués à complémenter le MRP par de nombreux fichiers Excel et toutes ces formules.
On a également comme système de planification la théorie des contraintes, dont on va parler ce matin, et puis le Kanban. Donc, le Kanban, c'est typiquement ce que vous connaissez dans votre pharmacie, c'est-à-dire les petites étiquettes que votre pharmacien met de côté pour pouvoir passer sa commande à son grossiste. Donc, l'idée, c'est de vous proposer en gros une petite comparaison de ces différents modèles actuels de planification pour comprendre ce que le DDMRP a intégré de chacun de ces modèles de planification. D'où la petite grille qu'on vous avait envoyée, que vous avez peut-être imprimée ou que vous avez peut-être sous le coude. Si vous voulez travailler un peu pendant ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de l'avoir sous les yeux et puis au fur et à mesure de notre exposé, de nos discussions, bah, écoutez, voilà, vous remplissez de façon relative quelles sont à votre avis les forces et les faiblesses de chacun de ces systèmes de planification. Donc les 4 que nous allons regarder ensemble, la TOC, le Kanban, le MRP et le DDMRP, sur les 8 critères que l'on vous propose. Donc je vous laisse peut-être quelques instants, soit pour reproduire cette petite grille, soit pour la prendre avec vous. Et puis, écoutez, je vais passer la parole à Christian, puisque si on avait été en physique, on vous aurait fait jouer à des jeux, puisqu'en fait, chez Optime, on aime bien la pédagogie par le jeu, et on vous aurait fait jouer à 2 jeux pour vous faire toucher du doigt quelles sont les forces et faiblesses du jeu du Kanban et de la théorie des contraintes. Voilà, je vais donc passer la parole à Christian. Voilà, merci Mélanie. Donc, comme elle a dit, je vais essayer de surmonter la petite frustration de ne pas faire ces jeux en direct parce que non seulement on s'amuse bien, mais en plus, comme l'a dit Mélanie, quand on pratique, on comprend dans les muscles comment ça se passe et pas seulement d'un point de vue conceptuel. Mais bon, voilà. Donc, en 2 mots, le jeu du Kanban qui est issu du Lean, et donc c'est un des outils du Lean. Donc, je vois dans les participants, il y a des anciens de Toyota, de Valeo, donc c'est sûr que l'objectif ici, ce n'est pas de vous apprendre dans le détail ce qu'est le Kanban. De toute façon, il y en a plusieurs formes, mais c'est plutôt de dire voilà, les enjeux principaux et qu'est-ce qu'on essaye de traduire à travers le jeu que nous, on a développé. Et puis le jeu des allumettes qui est tiré du livre Le but donc, de la théorie des contraintes, qui lui va être à la base du Drum Buffer Rope, qui est un autre système de réapprovisionnement qu'on va détailler juste après. Alors, donc si on commence par le jeu du Kanban, ce qu'on a voulu bien sûr mettre en évidence, c'est la force du Kanban. Le Kanban repose sur des flux tirés seulement par la demande, avec des stocks intermédiaires. Donc, on va avoir plusieurs boucles de réapprovisionnement entre des postes de travail. C'est ce qu'on va voir ici dans l'image, ce qui est représenté rapidement. Donc, on a des espaces géographiques et des boucles de réapprovisionnement. Donc, nous, dans le jeu qu'on a défini dans notre jeu de base, on a 2 boucles de réapprovisionnement avec une boucle en double bac et puis une boucle de kitting avec 4 bacs. Mais bon, l'intérêt, c'est de pouvoir déjà adapter ce jeu. On l'a déjà aussi réadapté pour d'autres clients, mais c'est surtout ce que je disais, c'est de sentir la force du Kanban quand on le pratique. Donc, pour le pratiquer, on fait jouer des petits scénarios de réapprovisionnement et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. Oui, je crois que dans l'assistance, il y a aussi des personnes qui ont déjà pratiqué. Là, tu pourras nous faire un petit commentaire. Olivier, je crois qu'il avait déjà pratiqué avec son équipe. Voilà, donc vas-y, passe Mélanie. Je dirais l'intérêt, nous vraiment, si on fait ça, l'intérêt, c'est ce qu'on aurait aimé partager avec vous, c'est que le Kanban, c'est un système qui est vraiment évident pour la personne qui le pratique, pour l'opérationnel. Alors bien sûr, on a besoin de calculer un peu les boucles, mais une fois que c'est mis en place, l'opérationnel, pour lui, il a juste à suivre des indications qui sont visuelles et qui sont simples. Donc ça, c'est une grosse force du Kanban. Autre force, c'est que le Kanban est un système très robuste. Donc, ce qu'on va dire derrière le mot robustesse, c'est le fait qu'il est capable
d'amortir et même de ne pas être impacté par des aléas, des petites erreurs du genre on a perdu une pièce, on a perdu une étiquette, alors il va être un peu impacté, mais très peu, quoi, ça va juste le tendre un peu. On a une erreur dans la nomenclature, voilà. Et la grosse force du Kanban, c'est que c'est un système très très robuste. Troisième force du Kanban, c'est la capacité à amortir les petites variations normales, quotidiennes qu'on va avoir dans une consommation réelle. Hein, donc là, dans le jeu, on va faire jouer un jour, il faut fabriquer le produit jaune-vert et puis un produit rouge-bleu. Le lendemain, c'est 3 produits rouge-bleu. Le surlendemain, c'est 2 produits jaune-vert. Et on voit bien que le Kanban, il est capable de surmonter ces petites variations et s'en affranchit très bien. Et puis, s'il fallait citer un point sur lequel il va être plus en difficulté, c'est quand on a un grand pic de commande, un violent pic. Là, on va se rendre compte, donc typiquement dans le jeu, on va faire une grosse commande qui correspond à 2 fois la boucle de ReaPro. Et là, on réussit à mettre le système à genoux, quoi. Il n'arrive pas à suivre parce qu'il n'a pas le temps de réapprovisionner, donc il n'est pas aussi réactif sur un grand pic de commande. Voilà, donc ça c'est pour le système Kanban. Donc, j'essaie de vous décrire ce que les gens ressentent au travers du jeu, mais c'est vraiment, ça fait vraiment partie des forces et puis aussi des points de vigilance qu'on peut avoir quand on installe une boucle Kanban. Alors maintenant, si on passe au deuxième jeu qu'on aurait aimé jouer en parallèle, c'est le jeu qu'on s'appelle le jeu des allumettes. Ce principe, donc comme je l'ai dit, c'est illustré, ça vient du but. À la base, c'est déjà un jeu qui est fait pour illustrer des problèmes liés à la variabilité et au dimensionnement d'une ligne de production. Ce que met en évidence Goldratt dans ce jeu-là, donc avant même de parler de réapprovisionnement, c'est que un système parfaitement équilibré ne va pas forcément donner le résultat attendu, donc la moyenne de la performance de chaque équipement. Donc le jeu, comment ça se déroule, vous avez des allumettes au départ, en nombre quasiment infini, autant qu'on veut en fournir. Et vous avez plusieurs postes qui s'enchaînent. Donc le premier poste va lancer un dé pour faire passer un nombre d'allumettes au poste suivant. Donc par exemple, s'il fait un 5, il va passer 5 allumettes au poste suivant. Le poste suivant va effectuer exactement la même chose. Et puis, donc, il va passer, s'il fait un 2, il va passer 2 allumettes au poste encore suivant, qui lui-même va faire passer des allumettes au poste suivant, etc., jusqu'au bout. Et à la fin, on va donc compter les allumettes qu'on a expédiées. Donc, au bout de 5 postes, on va regarder combien d'allumettes on va être capable d'expédier. Chaque poste, lui-même, a une capacité nominale. Alors là, on va faire un tout petit peu de mathématiques, mais avec un dé, on a une moyenne une valeur moyenne de 3,5, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur 10 tours de jeu, on doit avoir environ 35. Statistiquement, des fois, si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous faites 32 au total. Si vous avez beaucoup plus de chance, vous faites 38. Mais en moyenne, on sort à peu près à 35 et on se dit, bon, on va sortir à 35, peut-être un peu moins s'il y a un poste qui a eu un peu moins de chance, on va peut-être sortir à 33, 32. Et en fait, en réalité, on va se rendre compte qu'on va tomber plutôt à 21, 22 allumettes de sortie à la fin de 10 tours. Et pourquoi ça? Parce que chaque poste, les postes sont interdépendants et on n'arrive pas à se caler sur la valeur moyenne. Bon, c'est lié à la variabilité, c'est lié à un certain nombre de choses. Je ne voulais pas faire forcément un cours trop théorique ici, ce n'est pas l'objet, mais c'est de se dire quand même qu'à la base, on montre qu'un système parfaitement équilibré en moyenne n'atteint pas sa performance nominale. Et là, on va arriver à... Nous, on l'a retraduit en jeu, mais c'est Goldratt, lui, il ne l'avait pas expliqué comme ça, mais c'est le principe de la théorie des contraintes, c'est plutôt de se dire, pour qu'un système soit bien pilotable, il faut qu'il y ait une contrainte et puis des ressources à côté qui soient en surcapacité. Alors avec un jeu, on va l'exprimer en faisant lancer non pas 1, mais 2 dés à tous les postes, sauf à un poste qui va être toujours contraint. Et donc, bien entendu, qu'est-ce qui se passe quand on rejoue dans cette configuration-là? C'est que, enfin, je ne vais pas vous embêter dans des questions, mais vous allez le deviner, c'est qu'on va provoquer un grand stock en amont de ce poste. Et là, on va être bien sûr capable de délivrer la valeur moyenne de ce poste, parce qu'il est alimenté autant qu'il veut. Donc là, on va enfin se caler sur la valeur moyenne, mais d'un autre côté, on va avoir un grand stock qu'on ne va pas maîtriser devant ce poste.
Donc, le système Drum Buffer Rope qui explique la théorie des contraintes, c'est un système tout simplement, premièrement, d'identifier la contrainte. Alors, dans une ligne de production comme ça peut être assez facile, mais dans des environnements de service ou dans des environnements plus complexes, on ne le voit pas aussi simplement que ça. Donc, c'est la première chose, c'est d'identifier la contrainte. On va appeler ça le drum, c'est le tambour. Voilà. La deuxième chose à faire pour bien piloter une ligne de montage comme ça, c'est d'installer un buffer, donc une protection devant cette contrainte. Donc, j'ai dit que ça allait s'accumuler. Alors, il en faut du stock devant la contrainte, mais pas trop. Donc, il en faut suffisamment pour que la contrainte ne s'arrête pas. Imaginez qu'avec le dé, je fasse un 6 parce que j'ai eu beaucoup de chance et que le prédécesseur, malgré ses 2 dés, est sorti que 3 au total. Ça serait quand même dommage que je sois limité à ne pouvoir sortir que 3 allumettes ce tour-là parce que je n'avais pas de stock devant moi pour être capable d'exploiter le moment où j'ai fait un 6. Donc, le buffer, c'est pour permettre à la contrainte de toujours fonctionner au maximum. Donc, on en a besoin, je l'ai dit, mais il n'en faut pas trop. Et alors, pour pas qu'il y ait que ça s'accumule trop loin, on va installer ce qu'on va appeler une corde. Donc, la corde, c'est la rope. C'est ce qui va asservir l'entrée du système pour faire en sorte que le buffer ne déborde pas. Donc, si on dit par exemple que le buffer doit être limité à 10 allumettes, eh ben, en entrée, on va soit réapprovisionner en fonction de la consommation du buffer pour toujours coller. Voilà. Dès que le buffer aura consommé 4 allumettes, on va essayer d'en faire rentrer 4. Dès qu'il en aura consommé 8, on va rentrer 8. Tant que le buffer est rempli, c'est bon. Si le buffer se vide un peu, on en remplit un petit peu plus et puis on se remet à niveau. Voilà, ça c'est le principe du drum buffer rope avec un buffer devant la contrainte et une corde pour éviter de suralimenter en éléments en amont de la contrainte, suralimenter le stock. Voilà. Merci Christian. Bon, effectivement, quand on manipule les allumettes, c'est effectivement beaucoup plus parlant, mais là au moins on voit qu'effectivement on a un risque d'accumuler des allumettes ou de manquer d'allumettes pour faire passer après la contrainte. Alors, du coup, peut-être vous avez eu le temps de remplir cette petite grille et de donner cette évaluation. Alors, cette évaluation, elle est parfaitement subjective, hein, je vous le précise. On a essayé de se donner quelques critères. Le seul but, en fait, c'est de comprendre quelles sont les forces de chaque méthode, les forces et les faiblesses de chaque méthode de planification, et puis de voir ensuite l'apport du DDMRP. Ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils informatiques, notamment, qui vont permettre de compenser et de répondre aux faiblesses de l'une et l'autre des méthodes. Donc, encore une fois, ce qu'on va vous dire, ça n'a qu'un objectif pédagogique et c'est simplement pour essayer de vous faire comprendre comment le DDMRP a approché et a fait en sorte de rendre la vie plus facile en planification. Alors, en termes de robustesse, ce qu'on a pu voir dans la petite démonstration sur les jeux, c'est quand même que la théorie des contraintes et le Kanban sont plus tolérants, on va dire, des erreurs. Par contre, en termes de nombre d'articles, l'UMRP est quand même mieux designé que le Kanban, où on est sur un système beaucoup plus physique. En termes d'auto-adaptation à la demande, le MRP il est basé sur des prévisions. Donc forcément, la notion d'adaptation, elle est plus simple que sur de la théorie des contraintes et du Kanban, où on a des paramètres de buffer ou des paramètres de rope ou de dump pour la théorie des contraintes, où il faut remettre à jour ces paramètres. L'effet amortisseur dans la chaîne, c'est-à-dire quand vous avez une perturbation en amont ou en aval, à quel point ça va se sentir dans l'autre sens. Vous voyez bien que quand on a des buffers qui sont préconisés dans la théorie des contraintes ou dans le système Kanban, on a un effet amortisseur qui est plus important
que dans le MRP. La gestion des pics de demande et de saisonnalité, Christian? Voilà, alors le pic de demande, c'est typiquement une grosse commande soudaine qui arrive. Là, on va se rendre compte que bien sûr le MRP, puisqu'il va le traduire cette commande dans l'ensemble du système, va être capable de la piloter et de définir plus facilement que des systèmes qui sont faits plutôt comme le Kanban ou le Drum Buffer Rope, qui ne sont pas forcément adaptés à ça. On en a parlé tout à l'heure. L'aspect saisonnalité, pareil, hein, le prévisionnel est quand même naturellement pris en compte par un système MRP. L'idée de saisonnalité, c'est typiquement que vous avez un produit qui va bien se vendre en été, moins bien en hiver. Si vous vendez des articles en pharmacie, il faut mieux avoir la consommation de biafine, c'est plutôt pendant l'été, et la consommation de Rénalville, c'est plutôt en hiver. Et vous allez avoir voilà, des effets à prendre en compte dans l'ensemble du système. Voilà. Après, vous allez avoir d'autres phénomènes. On va parler de la capacité à le piloter facilement, hein. Donc, l'aspect visuel, c'est la grande force des outils comme le Kanban, c'est le côté visuel évident, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. Et puis, la mise en œuvre, bon, le DBR, ça peut se mettre à différents endroits de façon simple, avec une petite adaptation, mais même sur des processus pas forcément de production. L'ensemble des processus, un Kanban se met assez facilement en place, et bien sûr d'autres sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ça serait même super si vous Ouais. s'il y en avait. Est-ce qu'on a des questions, Christian? Pas encore, je laisse les personnes saisir. Ok. Ah, une question. Dans quelles industries le DBR est-il appliqué? Mélanie? Alors, donc, je vais vous donner un exemple de mission dans lequel on utilise la théorie des contraintes et on utilise du coup le DBR. On est en ce moment dans un entrepôt logistique dans l'agroalimentaire sur lequel, voilà, typiquement, on a fait une recherche de la contrainte et on est en train de définir, donc on est plutôt sur des systèmes complexes et on est en train de définir, on a trouvé leur contrainte hein, qui est leur quai de chargement, et donc on est en train de définir un buffer entre leur quai de chargement et leur préparation. Et pour faire en sorte on est en train de définir leur rope, de quelle manière on va piloter le buffer pour faire en sorte que ce buffer ne soit jamais engorgé, donc ni trop ni trop peu, et faire en sorte que la contrainte soit toujours sous contrôle. Voilà, donc en fait, on utilise le drum buffer rope dans des systèmes complexes, typiquement soit dans des ateliers, ça peut être soit dans des ateliers de production, soit dans des entrepôts logistiques, mais on peut aussi l'utiliser dans des systèmes de pilotage de portefeuille de projet. Voilà, donc c'est typiquement le genre d'endroit où on utilise le drum buffer rope. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Ce que je propose, c'est qu'on continue parce que les questions vont peut-être venir tout à l'heure. Comme on a d'autres moments pour poser des questions. Alors, on a deux autres questions. Est-ce que la TOC peut être complémentaire au MRP? Et le Kanban est-il utilisé encore dans des industries complexes? Alors, Christian, est-ce que la TOC peut être complémentaire au MRP? Oui, c'est ce qu'on va
ce qu'on va voir. Découvrir. Ouais. Par Ouais. DDMRP, c'est un petit peu l'enjeu, je pense. C'est exactement Voilà. l'enjeu de la suite. Donc, voilà. ouais. Donc j'ai envie de dire, on répondra peut-être, on verra, on pourra On verra reposer la si on question a à la répondu fin. à la question. On verra si on a répondu à votre question Voilà. à la fin. Et puis, Et- le Kanban, ça c'est une question d'Olivier. redis-moi là. Ouais. Le Kanban est-il encore utilisé dans des industries complexes? Alors oui, je ne sais pas ce qu'on appelle une industrie complexe, mais c'est sûr que le Kanban est encore bien utilisé dans le monde de l'automobile, hein. Il y a énormément de choses qui fonctionnent encore en Kanban dans l'industrie automobile. Dans l'aéronautique aussi, pareil, si ça existe aussi. C'est vraiment un outil. C'est vrai que c'est un. Alors après, même le principe du Kanban, il a même été déployé dans quelques logiques agiles, hein, en gestion de projet, où on va avoir une quantité à refabriquer. Et voilà. Mais ce n'est pas tout à fait le même Kanban, hein. Ça s'appelle tableau Kanban, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'attend pas d'avoir un niveau mini de quantité à refabriquer pour relancer une fabrication. Donc, voilà, on appelle ça Kanban parce qu'on reprend les aspects visuels, mais ce n'est plus tout à fait le même principe. Ok. Eh ben, merci pour vos questions. On passe au vif du sujet. Voilà. Et j'avais aussi une remarque dans quelqu'un, ce n'était pas forcément une question, mais qui partageait que voilà, les méthodes qu'on explique, c'est vraiment ça, mais ça nécessite de pouvoir lisser l'activité et que la difficulté, un commentaire qui vient, c'est de pouvoir être réactif lors des pics de commande. Et c'est vraiment ça. Ok, alors on va en venir au DDMRP. Le principe, hein, du DDMRP, ça va être justement de mixer les différentes choses qu'on a vues. Donc le DDMRP, globalement, s'il faut que je l'explique comme ça, on va positionner un certain nombre de buffers, hein, qui vont être donc des stocks intermédiaires bien dimensionnés. Et entre ces buffers, on va fonctionner par des boucles d'approvisionnement, des boucles courtes type MRP. Alors, on va voir ça un peu plus dans le détail. L'idée, hein, c'est bien sûr de travailler sur 2 dimensions, hein, comme pour le paramétrer, le mettre en place. C'est qu'on va se poser la question, c'est de où mettre ces fameux buffers, pour ne pas en mettre de partout. Et puis, deuxièmement, ça va être de se dire comment bien les calculer, hein, parce que c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, je n'en ai pas trop parlé, mais quand on dimensionne un Kanban ou un DBR, les questions qu'on se pose, c'est combien je vais en mettre dedans. Alors, la première question, c'est où les positionner. Si je reprenais un vocabulaire typiquement en théorie des contraintes, je dirais on les met devant les choses qu'on veut protéger. C'est un mot de la théorie des contraintes, mais c'est vrai, hein, donc on veut protéger les opérations critiques. Donc en général, si vous avez une contrainte, ça va être mis devant, mais ça peut être aussi des opérations critiques par d'autres phénomènes, hein, qui peuvent être des risques de réappro, qui peuvent être des durées de réappro ou des durées de fabrication, ou voilà, devant toutes les opérations qui peuvent être critiques. Donc c'est là où on va positionner les buffers. Donc ça c'est la première chose. Donc là il y a une question souvent de bon sens, hein. C'est pas écrit exactement, c'est pas un livre, mais en général on arrive à adapter et puis de toute façon ça peut se remodifier au fur et à mesure de la vie du système. La deuxième chose à prendre en compte, donc c'est comment paramétrer la taille de ces buffers. Donc, on va le paramétrer en prenant en compte 2 éléments. Un premier, c'est la consommation moyenne journalière, hein, donc c'est le débit qui passe. Et puis, deuxièmement, c'est la variabilité. Voilà. Si je reviens au DBR, hein, au Goldratt au début, qui a inventé le DBR donc il y a 20 ans avant le DDMRP, quand on lui demandait comment il fallait qu'il dimensionne son buffer, ben voilà, il disait, vous prenez le lead time, vous divisez par 2, vous mettez un peu plus s'il y a de la variabilité. En gros, il essayait de toucher des choses qui sont devenues naturellement inscrites dans le DDMRP. Voilà. Donc, on va se baser à la fois sur la consommation journalière, ce que j'ai dit, et d'autres facteurs. Mais l'avantage de cette consommation journalière, c'est que quand elle va varier, ça va nous faire varier en même temps nos tailles de buffer et on va retrouver un système auto-adaptatif dont on reparlera un petit peu tout à l'heure.
Alors, Voilà. une fois qu'on l'a paramétré, on va le piloter, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va le vivre au quotidien. Une fois qu'on a installé nos buffers et qu'on les a dimensionnés, comment on va le vivre au quotidien. Alors, la première chose, c'est la taille de nos buffers. Il va falloir elle va s'ajuster en fonction de la demande, mais elle va devoir s'ajuster aussi à la vie du produit. C'est-à-dire qu'en fonction des événements type, on l'a dit, hein, promotion, saisonnalité, avance matière, etc., on va devoir décider de quelle manière on va vouloir faire ajuster ces buffers-là et en termes de processus d'ajustement, comment on le fait? C'est-à-dire tous les combien on le revoit, avec qui, dans quelle instance, etc. C'est-à-dire que exactement comment on veut faire vivre ces buffers parce qu'on définit des paramètres, mais ces paramètres, ils bougent tout au long de la vie du produit. Donc, c'est comment on adapte nos paramètres de buffer. Donc, ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième, évidemment, c'est que le gros avantage du DDMRP, vous voyez, hein, c'est dans l'ADN du Demand Driven. Partout, vous le voyez, c'est du rouge, orange, vert. Et ça, c'est assez universel. Il y a vraiment une notion de priorisation permanente. Le rouge, c'est je dois m'en occuper. Le vert, j'y touche pas. Et le jaune, c'est ma priorité 2. Et ça, le DDMRP, il va nous le permettre à la fois en planification et en exécution. C'est-à-dire qu'en planification, il va recompléter des buffers et pour ça, il va proposer des ordres de recomplètement des buffers avec une notion d'urgence liée à est-ce que je dois recompléter mes buffers, les premiers, ceux qui sont ceux dont les références sont dans le rouge, ensuite ceux dont les références sont dans le jaune et ceux dont les références sont dans le vert passeront en dernier. Même chose dans l'exécution sur les ordres qui sont en cours, l'état des stocks, etc. Donc le DDMRP, il a vraiment cette notion de management visuel qui est totalement universelle. Alors, si on prend Oui. Mélanie, pardon, je me permets juste une petite remarque, mais je passe sous couvert des experts. Oui, Kauta. Le rouge, quand même, dans le DDMRP, oui, le management visuel, ça nous parle, mais quand même, il est plus puissant que le rouge qu'on connaît dans le ligne de base, dans le sens où, on va dire, le rouge, dans ce mot DDMRP, c'est attention, tu vas tomber dans la non-conformité ou tu vas dériver. Alors que le rouge, on va dire, dans le management visuel classique, c'est que tu es déjà hors objectif. Oui. Et ça, je pense, c'est quand même un élément très fort. Le rouge, on passe de la logique de correction, de la logique extincteur vers la logique anticipation. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est du rouge disant c'est la priorité numéro 1. Mais ce n'est pas forcément un incendie. On n'est pas encore en train d'être dans l'incendie. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est extrêmement puissant. C'est une logique de priorité, c'est-à-dire de quoi je dois m'occuper d'abord. C'est une logique de ma priorité 1, c'est les rouges, ma priorité 2, c'est les jaunes, ma priorité 3, c'est les verts. Mais effectivement, quand on dit rouge, ça ne veut pas dire que entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire que je suis en rupture. Si on traduit en logique en risque de planification, typiquement. Si c'est ça si c'est ce que tu voulais dire. Oui, exactement. Merci pour ta précision. Voilà. OK. Alors, si on revient sur notre petite grille très subjective, hein, parce que quand on s'est amusé à mettre des points rouges ou jaunes, peut-être que vous avez envie de les mettre un peu différemment. Et puis, chaque système a développé aussi soit des logiciels, soit des compléments pour essayer d'éviter tel ou tel effet. Hein. On peut rajouter des cartes exceptionnelles dans des Kanban. Il y a des systèmes maintenant qui gèrent le DBR de façon assez globale. Hein. Bernard en a aussi. Hein. Mais d'une façon générale, c'était pour dire globalement, nativement, les uns et les autres, voilà où ils en étaient. Et si on passe au DDMRP, donc son principe, ça va être vraiment de répondre à tous les effets qu'on a pu développer d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir par la suite.
Mais déjà, on pourrait se demander à quoi ça sert, hein, donc de répondre à tout ça. Donc, je vais laisser Mélanie. Alors, en termes de bénéfices, on a listé quelques bénéfices et après, je passerai la parole à Bernard sur, sur des exemples très concrets. Mais si on se liste quelques bénéfices, donc une plus grande stabilité dans la chaîne, puisque la présence des buffers évite les effets de balancier. Et comme tu le disais très bien, Kautar, en fait, on a des notions de priorité, mais c'est une notion de priorité, mais pas une notion d'urgence et d'incendie. En fait, on voit les incendies arriver, donc on a quand même une stabilité plus importante. Une amélioration du service au client, puisque comme on est sur une adaptation de nos priorités, donc on a en permanence, entre guillemets, le juste stock. Donc, ça fait diminuer nos ruptures. Du coup, le juste stock, qui dit juste stock dit ni trop, mais ni trop peu, mais ni trop. Donc, par famille, ça petit à petit, ça va nous permettre d'adapter le niveau des buffers, donc le niveau des stocks, et donc de piloter au plus fin, donc de permettre de la réduction de stock petit à petit, quand le modèle est bien maîtrisé. Et tout ça avec une plus grande sérénité des équipes parce que justement, les priorités sont compréhensibles et elles sont partagées entre toutes les parties prenantes de la planification, de l'exécution, toutes les parties prenantes de la supply chain. Et donc, du coup, on peut redonner du pouvoir de priorisation opérationnelle au terrain et consacrer du temps à de l'amélioration de paramètres de planification. Voilà, donc c'est en gros, voilà un peu rapidement quels sont les bénéfices de ce DDMRP. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? J'ai une question qui me dit, si le rouge désigne la priorité 1, comment distingue-t-on les volumes en retard? Voilà. Donc, j'ai envie de répondre pour tous, et on le reverra dans l'exemple de Bernard, parce qu'on ne s'est pas trop appesanti dessus. C'est le rouge, ça va être une question de planification, qui va nous dire les priorités, mais on va avoir aussi d'autres alertes qui vont être les alertes d'exécution, c'est-à-dire dans quelle mesure, par rapport à ce qui est prévu, on a pris du retard ou pas, on a des stocks en alerte ou on a d'autres choses. Et ça, bien sûr, on va aussi encore utiliser ces mêmes symboles de couleurs. Mais cette fois-ci, dans l'exécution, ça va donner la priorité au management pour aller intervenir. C'est là où, par contre, on va aller éteindre quelques incendies s'il y a réellement besoin. Et donc, mais ça nous alertera que s'il y a réellement besoin. Voilà. Donc, on le verra peut-être au travers de l'exemple de Bernard. Je le dis tout de suite, mais Bernard, tu pourras remontrer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais, je suis pas sûr qu'on l'a complètement dans les exemples, mais effectivement, c'est un point important. Que finalement des DMRP articulent bien, il y a une partie planification, autrement dit, à quel moment est-ce que je dois générer des ordres et sur quels articles, que ce soit des ordres d'achat, des ordres de fabrication, des ordres de transfert de stock ou de distribution. Et puis il y a un autre volet qui est parmi tous les ordres qui existent à un moment donné dans mon système, sur lesquels est-ce que je dois plus particulièrement être vigilant, ou lesquels dois-je faire passer en priorité, ou sur lesquels dois-je relancer mon fournisseur, qui est tout le volet d'exécution. Et c'est, je pense, assez bien articulé dans la méthodologie. Voilà. Mais je crois qu'il y a un écran où on voit les deux. On voit que tu as les images de la planif et l'exécution, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on a une question. Alors, le DDMRP est-il vraiment vert pour les pics de demande et de saisonnalité? N'est-il pas plus réactif à la demande que dans l'anticipation? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, il est paramétrable pour la demande et la saisonnalité. Pour la saisonnalité, les pics de demande et la saisonnalité, vous allez pouvoir faire un mix notamment est-ce que vous prenez que de l'historique de demande? Est-ce que vous prenez de l'historique de demande et des prévisions?
ce qui vous permet justement, quand vous connaissez vos problématiques de saisonnalité, ça vous permet d'aller anticiper sur les horizons qui sont pertinents, d'aller anticiper justement les événements de demande et du coup de ne pas uniquement et toujours utiliser que des historiques de demande, mais aussi d'aller prendre une partie de prévision. Donc justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, il n'est pas monolithique dans la façon d'aller calculer, je dirais, une couverture, mais il utilise à la fois, il a la possibilité d'utiliser de l'historique de demande, mais aussi un mix entre demande et prévision. En fait, je pense que dès le début, il y a eu de l'incompréhension et des défauts de communication auprès des promoteurs des DMRP au tout début quand ça a été mis en avant en disant vous pouvez jeter votre boule de cristal, vous n'avez plus besoin de prévision, tout va bien se passer, vous regardez juste la demande récente et ça marche. Non, ça ne marche pas si vous êtes dans un environnement qui est promotionnel. Je vais prendre l'exemple d'une des entreprises qui pratiquent des DMRP en France, qui est le groupe Pierre Fabre. Quand en dermocosmétique, vous avez des produits solaires, vous avez intérêt quand même à prendre en compte une saisonnalité des promotions et donc à travailler sur prévision si vous voulez avoir les produits au bon endroit, au bon moment, même si vous utilisez des buffers de DMRP. Donc, ne jetez pas votre boule de cristal, mais ayez un usage modéré et raisonné des prévisions. Il n'y a pas lieu dans des DMRP de faire un sur-engineering des prévisions tel qu'on peut le voir malheureusement dans un certain nombre d'entreprises. Oui. D'autres questions à ce stade? Oui, alors, le DDMRP réalisant les calculs à capacité infinie, comment allier DDMRP et capacité finie de certaines ressources? Alors, le DDMRP fonctionne à capacité infinie, enfin un buffer DDMRP, un buffer de stock DDMRP fonctionne à capacité infinie comme le ferait un Kanban par exemple. Un Kanban, vous pouvez le faire tourner aussi vite que vous voulez si votre demande augmente, s'il n'y a pas nécessairement à être compatible avec vos capacités. Il y a deux volets, voire même 3 volets dans DDMRP qui permettent de traiter les problématiques de capacité. Le premier volet, c'est le lien entre DDMRP et le SNOP, ce qu'on va appeler le Demand Driven SNOP ou DDSNOP. Au niveau du plan industriel et commercial, on va injecter les prévisions et simuler la projection de nos buffers de stock de manière à en déduire les besoins en capacité. Et si on voit qu'on excède nos capacités, on va adapter la géométrie de nos buffers dans la période à venir de manière à faire en sorte, par exemple, de faire un pré-build, donc de faire une prise d'avance sur un certain nombre d'articles pour éviter de saturer nos capacités face à un pic de demande ou une période forte, etc., ou un arrêt d'équipement ou un nouvel an chinois qui va faire qu'on va avoir des difficultés à avoir nos approvisionnements, etc. Donc, il y a un premier volet qui se passe au niveau du plan industriel et commercial, sur lequel on va pouvoir adapter les profils, enfin les buffers, et utiliser des techniques de charge à capacité finie pour soutenir ça. Alors, je pourrais pas vous en faire une démo là, mais notamment nos outils permettent de faire ça. Il y a un deuxième volet, donc ça c'est vraiment le moyen terme, qui va nous permettre d'adapter nos réglages de buffer de stock et de boucle de réapprovisionnement.
le deuxième moment où on va traiter la capacité, c'est quand on lance nos fabrications, par exemple, au jour le jour, ou dans le mécanisme de lancement, et on le verra tout à l'heure sur une des copies d'écran, on peut par exemple se dire, ben voilà, j'ai ma ligne qui sait faire 21 000 produits par jour en moyenne, ou ma semaine va correspondre à 4500 heures. Et chaque fois que je lance une journée ou chaque fois que je lance une semaine, je calibre mon lancement dans le cadre de ma capacité ou de ma cadence démontrée ou de ma cadence cible. Et j'utilise les priorités relatives qui sont données par la logique de rouge, jaune, vert et les pourcentages de buffer, ce que l'on va voir ensuite, de manière à remplir au jour le jour mon lancement. Donc par exemple, tous les jours, on a un certain nombre de clients qui pratiquent ça, qui disent tous les jours, je génère mon programme de fabrication pour J+5. J+5, je charge mon moyen à hauteur de 21 000 pièces ou de 600 heures. Donc, troisième volet, qui est vraiment là et qu'on va plus mettre en œuvre essentiellement dans des environnements complexes, où on a des gammes qui sont longues, où on a donc des environnements type job shop, donc avec un certain nombre d'étapes d'usinage, de sous-traitance, de découpe, etc., de traitement, où là, on va vraiment mettre en place des techniques de drum buffer hop avec de la planification à capacité finie des contraintes. Donc, on va définir nos contraintes, on va les charger à capacité finie, et le modèle va permettre de gérer effectivement la capacité à ce niveau-là, à un niveau fin de charge de moyens contraints. Longue réponse peut-être, mais on va essayer de l'illustrer après de manière plus pratique. Qui a régénéré quelques questions. Ce que je propose, c'est plutôt d'enchaîner sur la démonstration. Et puis là, j'ai vu quelques questions qui sont encore arrivées derrière, très intéressantes, mais on va plutôt les prendre après parce que voilà. Probablement la présentation de Bernard répondra à un certain nombre de questions. Ouais. Ou on soulèvera d'autres, je ne sais pas. Ok. C'est à toi de prendre le challenge. Vas-y, Allez, ouais, j'enchaîne. Alors, une des questions qui est posée aussi assez couramment, c'est finalement, bon, ça c'est bien, c'est sexy cette méthodologie-là, mais est-ce que ça s'applique vraiment dans mon industrie ou est-ce que c'est uniquement pour une industrie où il y a une diversité réduite, des flux importants, etc. Et la réponse à ça, alors là, je vous ai mis quelques visuels d'un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui pratiquent des DMRP. En fait, on se rend compte que on peut l'appliquer, le mettre en œuvre dans un peu n'importe quel type d'environnement. Donc, on va être, vous voyez, en haut à gauche sur du décolletage, par exemple. On va être dans des dispositifs médicaux, on va être sur des systèmes complexes, comme on peut avoir en haut à droite, des choses qui sont fabriquées à la commande, avec plus ou moins ou pas vraiment de récurrence. On a aussi des applications dans la chimie, j'ai oublié de le mettre là. Donc en fait, on se trouve vraiment à la croisée des chemins et on peut mettre en œuvre un peu dans n'importe quelle industrie. Bien entendu, on ne va pas le faire de la même manière. Et c'est un peu la même question que de dire est-ce que le Lean, est-ce que la théorie des contraintes, est-ce que le MRP, on peut le mettre en œuvre dans telle ou telle industrie. Oui, mais on va bien entendu adapter la méthodologie et le modèle, ce qui veut dire qu'une des premières étapes dans la méthodologie, dans sa mise en œuvre, va être de comprendre l'environnement dans lequel on est et d'adapter le cadre méthodologique de manière à construire un modèle de réponse à la demande qui corresponde aux besoins de cet environnement particulier.
À quoi est-ce que ça ressemble? Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Là, je vous ai mis quelques visuels. Donc, si vous êtes intéressé à des DMRP, vous avez forcément vu du rouge, du jaune et du vert. Et vous voyez, on continue à vous montrer du rouge, du jaune et du vert, puisque c'est on va dire, un langage universel. On comprend tous que le type d'action que l'on doit prendre est en fonction de ces rouges, jaunes et verts. Et on va appliquer cette logique de priorisation et de surveillance à différents niveaux. Donc, si on prend la première vue qui est en haut à gauche de cet écran, ça va être typiquement la vue que va avoir un planificateur ou un approvisionneur quand il regarde son portefeuille de produits le matin. Et il va avoir deux choses le matin en arrivant. À gauche, il va avoir des priorités de planification, c'est-à-dire quels sont les articles par rapport à mon portefeuille de produits. Donc là, on a choisi un petit portefeuille de produits de 150 articles. Sur mes 150 articles, j'en ai 3 qui sont en jaune, donc ça veut dire que je dois les lancer en fabrication ou les commander. J'en ai aucun qui soit en rouge, donc tout va bien, pas de mesures particulières à prendre. J'ai 130 articles ou 131 articles qui sont en vert. Tout va bien, rien à faire. J'ai 16 articles qui sont en bleu. Ça veut dire que entre mes stocks et mes appros en cours, sur ces articles, ben, j'ai trop dans ma boucle de réapprovisionnement. Peut-être qu'il y en a certains sur lesquels je peux faire des choses, retarder des arrivages ou même peut-être annuler certains besoins placés de manière erronée. Donc sur ma gauche, je vais avoir vraiment la santé des boucles de réapprovisionnement et est-ce que je dois ou pas déclencher de nouveaux ordres. Sur la droite, je vais avoir le volet exécution, c'est-à-dire à proprement parler, est-ce que mon stock à l'heure actuelle et est-ce que mon stock dans les jours à venir est à risque. Est-ce que j'ai, par exemple, vous voyez 6 priorités critiques. Sur mes 6 synchronisations matières critiques, sur mes 6 synchronisations matières critiques, ça veut dire typiquement que j'ai 6 articles où j'ai un ordre d'approvisionnement qui arrive trop tard par rapport à un besoin client ou à un besoin de consommation, par exemple d'une matière première pour lancer un OF. Et donc, par exception, je vais travailler sur ces alertes d'exécution et les traiter. Donc, on voit par exemple à ce stade du traitement, sur les 6 alertes d'exécution synchronisation matière, j'en ai 5 qui sont à traiter, où j'ai une action à prendre, et puis une qui est sous contrôle. J'ai pris une action et je sais que j'ai pas besoin de revenir sur cet article, puisqu'il y a des actions en cours. Donc ça, c'est, on va dire, le panneau de commande le matin. Et là, je suis sur un assortiment de produits qui peuvent être principalement sur stock, mais aussi à la commande. C'est-à-dire que je vais avoir des alertes adaptées sur les besoins, soit de lancement, soit de surveillance sur mon flux de fabrication à la commande. Si je regarde la partie en haut à droite, là, je vais être sur une vue, là aussi, de planification qui va me donner les priorités relatives, par exemple, sur une famille de produits. Donc là, j'ai un ensemble d'articles qui correspondent à ma famille TM8. Et sur cette famille-là, si je dois lancer, je peux lancer en priorité les 2 critiques en haut, mais ensuite les rouges. Et puis en fonction de ma capacité aujourd'hui, si par exemple je ne peux lancer que 900 000 alors que la somme de mes besoins est de 1,2 million, vous voyez en haut, je vais lancer à concurrence de 800 000 et je ne vais pas lancer ou je vais lancer moins sur les jaunes dont les pourcentages de santé des boucles de réapprovisionnement sont moins critiques. Donc, ce que va nous donner l'ensemble du modèle des DMRP ici, c'est un jeu de priorités relatives qui vont permettre aux planificateurs tous les jours de prendre les décisions les plus pertinentes par rapport à la situation. Si je regarde la vue qui est en bas à droite, là je suis
soit sur un historique, soit sur une projection. En l'occurrence, là, je suis sur un historique, où j'ai, pour un buffer de stock, comment s'est comporté mon stock. Donc la courbe en noir, ici, c'est le stock sur cet article. Et la courbe en mauve en haut, c'est mon équation de déclenchement. Alors mon stock sur un article, normalement, il devrait évoluer dans le bas de la zone jaune ou le haut de la zone rouge. Donc là, juste en regardant cette vue-là, donc sur cet article, je vois qu'il se passe des choses qui ne sont pas nécessairement très satisfaisantes. Normalement, vous voyez au début de l'horizon à gauche, là j'étais à peu près correct avec un stock qui évoluait dans le haut de la zone rouge. Mais ensuite, ça descend beaucoup trop bas, et ça descend beaucoup trop bas sans doute parce que mon buffer est dimensionné sur un historique et qu'il réagit relativement un peu trop tard à une augmentation de besoin. On voit que ma courbe du buffer est en train d'augmenter. Là, le top du vert, on va dire, est en train d'augmenter au fil du temps. Et on voit qu'on passe quand même dans des zones un peu dangereuses. Donc, probablement que c'est une indication que cet article-là et ce buffer-là doivent être un petit peu adaptés, peut-être en augmentant un peu la variabilité, en passant sur une catégorie de variabilité supérieure, de manière à sécuriser un peu plus cet article-là. La vue qui est en bas à gauche est encore une autre vue, et là on parle cette fois-ci de buffer de temps. Donc on est exactement dans ce que nous expliquait tout à l'heure Christian en termes de théorie des contraintes et de drum buffer up. Ce buffer de temps, il peut être soit à la fin de mon process, donc là, typiquement dans cette entreprise, on est sur un processus de fabrication à la commande. Donc on va avoir un buffer de temps de ce type-là pour protéger l'expédition client, mais on va avoir aussi un buffer de temps de ce type-là pour protéger une ressource critique, une ressource contrainte. Et chaque ligne que vous voyez, c'est un ordre de fabrication qui au fil du temps se déplace sur la droite en temps réel au fur et à mesure que le temps passe. Et tout le jeu, c'est d'éviter ce que l'on voit à droite, c'est-à-dire des retards, où là, on a 5 OF qui malheureusement sont arrivés en retard. Donc en fait, le suivi des équipes, c'est de s'assurer que les choses arrivent avant la fin de la zone jaune de préférence, au pire dans la zone rouge, et qu'on évite au maximum les retards. Et ce type de tableau de buffer de temps, va être utilisé typiquement en support des réunions de production. Donc quand vous êtes par exemple dans un atelier en face de la ressource critique, vous allez avoir ce type de tableau qui va permettre de prendre les bonnes décisions et d'aligner l'ensemble des équipes sur les bonnes priorités. Donc une utilisation de code couleur rouge, jaune, vert tout au long du flux, qu'on soit en fabrication sur stock ou à la commande. Mélanie ? Petite question aussi, c'est qu'est-ce que ça rapporte? Alors tout à l'heure, on a vu des pastilles vertes en disant des DMRP, c'est vert sur un peu tous les fronts. C'est vrai, et en même temps, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez en place un modèle demand-driven, ça va vous donner des clés pour faire en sorte que les équipes aient une bonne visibilité et puissent travailler à l'amélioration continue. Et à partir du moment où cette logique est mise en œuvre, on va piloter, surveiller et prendre des décisions de manière à améliorer la performance du système. Ce que je vous montre là, ce sont quelques exemples issus de la vie réelle, en l'occurrence d'une entreprise du secteur du décolletage. Avec en parallèle différentes mesures. Donc vous voyez en haut à gauche une mesure du comparaison du stock réel par rapport au stock cible, en l'occurrence en valeur, mais on peut faire bien sûr la même chose en nombre de jours,
où on voit que dans cet environnement-là, on a eu une diminution de stock de l'ordre de 20% suite au démarrage. Attention, l'objectif, quand vous mettez en place un modèle demand-driven, ça ne doit pas être de diminuer le stock. Le premier objectif, c'est d'améliorer le service, c'est-à-dire ce que l'on voit en haut à droite ou pour cette entreprise-là, les ruptures ont été diminuées de 75%. Et naturellement, si vous travaillez sur avoir le bon flux pour réduire les ruptures, vous allez naturellement réaligner, mieux aligner le stock par rapport à la demande. Et souvent, en général, on obtient des réductions de stock. Mais ne partez pas bille en tête sur un projet demand-driven pour réduire les stocks, ça serait pas nécessairement la bonne motivation. Ce que l'on voit en bas sur le graphe du bas, c'est une vision un peu plus qualitative du stock, c'est-à-dire au fur et à mesure des jours qui passent, et toujours pour la même entreprise sur le même environnement, le nombre de références dans la composition des stocks qui sont en rouge, trop bas, en jaune, attention, en vert, je suis dans la plage cible, tout va bien, et en bleu, j'ai trop. Donc là, on voit que l'intérêt du modèle et l'attention des équipes doit être sur avoir de plus en plus de vert et au fil du temps, de moins en moins de bleu et de moins en moins de rouge. Souvent, ce qu'on voit dans un modèle DDMRP, et c'est vrai aussi de la majorité des outils qui sont disponibles sur le marché, c'est que le modèle est centré essentiellement sur les buffers de stock. C'est-à-dire sur le fait de mettre en place des buffers de stock dynamiques avec des zones rouges, jaunes, vertes qui vont permettre de réapprovisionner dans un mode on va dire, dérivé de Kanban dynamique, mais avec quelques mécanismes qui vont en faciliter l'adaptation dans un environnement plus variable. Dans un modèle complet, on ne va pas avoir que des buffers de stock, on va mettre en œuvre un modèle qui intègre des buffers de stock, mais aussi des buffers de temps. Alors un buffer de temps, c'est ni plus ni moins qu'une file d'attente contrôlée, c'est-à-dire une file d'attente que l'on va organiser à certains points de notre process pour s'assurer qu'on protège les opérations aval et sur lesquelles on va prendre des décisions en fonction de critères rouge, jaune, vert dans cette file d'attente. C'est l'exemple de buffer de temps qu'on a vu avant. On va avoir aussi des buffers de capacité. Qu'est-ce qu'un buffer de capacité? C'est un poste de travail où on a 2D au lieu de 1, comme nous expliquait Christian sur l'exemple du jeu. Mais ce buffer de capacité, on doit le surveiller au fil du temps de manière à prendre des mesures pour éviter qu'une surcharge ponctuelle sur un buffer de capacité ne vienne mettre en péril mes réelles contraintes dans le système et mes réels goulets d'étranglement. Et éviter par le mode de pilotage, éviter les problématiques de contraintes circulantes ou de goulots d'étranglement qui vont bouger d'un poste à un autre, etc. On va avoir aussi deux autres notions que l'on va utiliser dans un modèle DDMRP, ou dans un modèle demand-driven, qui est un point de contrôle et une particularité de point de contrôle qui est un drum ou une contrainte. En ligne, vous appelleriez ça un pace-setter, un pacemaker, un post-cadenceur, c'est-à-dire un point à partir duquel on va définir une cadence, une séquence et qui va donner le tempo de notre flux. Donc la première des choses que l'on va faire quand on va mettre en œuvre ou concevoir un modèle opératoire demand-driven, c'est faire un mapping de flux. Vous voyez un exemple en bas à droite ici, où on va positionner nos buffers de stock, nos buffers de temps, nos contraintes et nos points critiques de contrôle. Et notamment dans les points critiques de contrôle, on va avoir le programme d'expédition à nos clients et on va avoir le point où on déclenche nos démarrages de fabrication et le point de lancement de nos ordres de manière à maîtriser l'encours. Alors, il y avait un petit point orange quand même sur DDMRP qui était comment est-ce que ça se met en œuvre.
Et est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? En fonction de l'environnement, ça va être plus ou moins compliqué à mettre en œuvre. Globalement, je dirais que c'est quand même relativement simple dans la plupart des environnements. On n'est pas dans la mise en œuvre d'un ERP. On est sur des choses qui déjà en termes de temps vont s'écouler assez rapidement. Vous voyez, on est sur des échelles de temps de un mois à 3 mois pour la conception, la mise en œuvre, la préparation, les étapes de répétition avant de démarrer. Et puis ensuite, une fois qu'on a démarré, on va rentrer dans le processus d'amélioration et dans l'orchestration de cette courbe d'apprentissage. Par contre, on adresse quand même beaucoup des transformations importantes. C'est pas juste la mise en place d'un système informatique. On va être, je crois que j'ai pas d'exemple d'un projet qu'on a pu mener sur lequel il n'y avait pas une réelle transformation des métiers, de la logique de pilotage, de la logique de mesure de performance, etc. Donc, en termes de humain, il y a vraiment un accompagnement à avoir d'un bout à l'autre, avec beaucoup de formation au démarrage pour qu'on comprenne, que chacun comprenne. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir une méthodologie qui est codifiée, supportée par un certain nombre d'organismes. On dispose de formations qui sont qui sont disponibles sur l'étagère. On dispose de jeux pour pouvoir embarquer différents types d'audiences, de supports qui vont permettre d'être adaptés à la fois à une équipe de direction et aux opérateurs ou aux pilotes d'équipement. On va avoir typiquement une période d'évaluation pour s'assurer que par rapport au modèle et à la réalité de l'entreprise et aux historiques de demande, le modèle va être adapté. Ensuite, on va vraiment faire un atelier de conception. La conception, ça va consister à définir le modèle tel que vous l'avez vu tout à l'heure avec où est-ce qu'on positionne nos stocks, comment on les dimensionne, est-ce qu'on a des points de contrôle, des drums, des buffers de temps, comment est-ce qu'on va piloter tout ça. Et une fois qu'on a défini le modèle, on va le mettre en œuvre avec des outils informatiques, en l'occurrence des add-ons. Là, je vous présente les deux add-ons que nous proposons, qui s'appellent Replenishment Plus et DBR Plus, qui sont les solutions leaders aujourd'hui sur le marché pour mettre en œuvre le modèle Demand Driven. Pendant quelques semaines, typiquement 3-4 semaines, on va fonctionner avec ces add-ons dans un mode bac à sable, où les planificateurs vont avoir... ouais, tu as raison, Christian, je suis un peu trop long. Bon, j'avais accéléré un petit peu. Donc, où on va tester et puis jusqu'au moment où on se sent à l'aise et où on dit j'abandonne mon écran ND04 de SAP et je travaille avec des DMRP à partir de maintenant. Et c'est là que l'amélioration démarre. On peut y aller. Un petit exemple sur vraiment cette chose-là. Donc, c'est une entreprise, en l'occurrence dans les dispositifs médicaux, qui est basée au Havre, qui nous ont dit le 12 mars, ouais, c'est bon, on y va, juste avant le confinement, en fait. Donc, pendant la période de confinement, on a fait la formation. Alors, c'est une entreprise qui fabrique et distribue des dispositifs médicaux, donc ils étaient bien sous pression parce que c'est des dispositifs médicaux pour la fonction hospitalière, par exemple des gants d'examen, ce genre de choses. Donc vous pouvez imaginer dans cette période-là qu'ils avaient un petit peu, par exemple, la PHP sur le dos pour avoir un maximum de produits. Malgré tout, en même temps, ils ont mis en œuvre la méthodologie et les outils, avec les périodes de formation, développement d'interface, mise en place des outils pendant le confinement et première période d'expérimentation pendant le confinement, donc tout à distance bien entendu. Et cette entreprise était live au mois de juin et on vient de clôturer fin septembre le projet avec
quand même un environnement qui n'est pas très simple, hein. On doit être sur 5000 articles à peu près, avec des flux qui intègrent de la fabrication en sous-traitance en Asie ou en Europe, de la gestion de flux de transit marchandises maritimes, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des choses qui se mettent en œuvre relativement rapidement. On travaille avec des add-ons, donc qui se connectent avec le RP. Message clé, c'est les informations de référence restent dans le RP. Donc les add-ons ne sont là que pour prendre les décisions et aider les planificateurs approvisionneurs à prendre les décisions au jour le jour. Ah, il faut peut-être Quelques exemples d'industries qui... Oui, j'avais une question, excuse-moi, j'avais une question. Donc justement, ça disait en 2 mots comment ça s'interface avec un SAP en 2 mots. Ça correspond voilà. En un seul mot, bien. Donc ça s'interface effectivement avec, alors via des connecteurs, hein, et avec une extraction qui va être en fonction de l'entreprise, soit une fois par jour. Dans la majorité des cas, c'est le cas. Si on a des flux très rapides, on va faire plusieurs fois par jour, où on va extraire un certain nombre d'informations clés de l'ERP, alimenter les add-ons. Les planificateurs travaillent au fur et à mesure de la journée dans les add-ons. Ça renvoie au fil de l'eau les informations vers l'ERP, mais bien sûr, tout le transactionnel, toutes les bases de données techniques, tout reste dans l'ERP. Le système de référence reste l'ERP. Merci. Alors, quelques exemples d'industrie et de véritables clients qui travaillent avec. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Alors Christian, j'imagine qu'on a encore quelques questions. Oui, donc alors je remonte. Typiquement, comment va fonctionner le DDMRP quand on va avoir des contraintes de production qui vont jouer sur l'enchaînement des produits. Enfin, c'est quelqu'un qui est de la chimie, mais je pense que c'est typiquement, vous avez des... Alors, en fait, ce que l'on fait beaucoup, et notamment, alors, avec nos 2 outils, dans ce type d'environnement, on va plutôt avoir tendance à organiser des routes de planification, c'est-à-dire organiser un cycle où on va tourner sur une séquence type et adapter les segments de cette séquence type en fonction des priorités relatives justement qui sont données par les buffers DDMRP. Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail de l'approche là, mais en gros, la démarche DDMRP est totalement compatible avec une logique de type regroupement et séquencement. Ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions par le chat ou en direct? Les principales, je pense qu'on les a abordées au fur et à mesure. Ouais. Donc, et comme je vois que le temps nous presse un peu, je préfère plutôt aller jusqu'au bout, puis quitte à relaisser la main pendant 2 minutes. À la fin. Ok. Merci Bernard, merci pour vos questions. Alors, je conclurai en disant que Bernard l'a abordé, hein, que c'est pas uniquement un projet et un sujet d'outils. On l'a vu, hein, on a un impact pour la société. Quand vous mettez en place le DDMRP, on se parle de stock, on se parle de taux de service et on va se parler de management. On se parle effectivement de prise en main d'un nouvel outil, mais vous l'avez vu, ça fait évoluer les activités au sein de l'équipe planification, distribution, ça dépend un peu du périmètre, et ça peut faire évoluer le partage des responsabilités entre le terrain et la planification. Et puis, on va avoir à un moment donné besoin de faire évoluer les instances supply chain. Bernard en a parlé, notamment le PIC, le PDP, le SNOP, pour prendre en compte justement la mise à jour des paramètres du SNOP. D'où l'importance de mettre en place un projet structuré avec probablement la direction générale, la direction financière et toutes les parties prenantes de la supply chain.
une forte composante conduite du changement pour vraiment mobiliser, accompagner les changements d'organisation, former, et puis accompagner dans le sens comment je m'assure que tous ces changements sont bien pris et appliqués au quotidien. Et puis, comment je fais évoluer justement toute cette gouvernance supply chain une fois que mon outil est implémenté et ma nouvelle organisation est implémentée. Optime Ressources, donc, vous êtes un certain nombre à nous connaître. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on a une variété de portefeuilles sur à la fois les organisations, la performance des organisations, mais aussi donc l'excellence opérationnelle, donc la supply chain et le DDMRP, le management de projet, et puis l'excellence managériale, donc la conduite du changement. Donc ce sont des sujets sur lesquels on est capable de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets, avec DDTech, donc la société de Bernard Millian, comme partenaire pour la partie outils du DDMRP. Pour aller plus loin et on va dire entamer les différentes questions, Bernard l'a dit, c'est adaptable, on va dire, à tout type d'environnement et tout type, on va dire, de supply chain. Il y a des solutions de sensibilisation à travers des jeux et des serious games qui peuvent être organisés en intra-entreprise. On vous a mis là un certain nombre on va dire, de documentation possible que vous pouvez aller voir. Vous avez nos coordonnées. Voilà, on a un peu de temps disponible, donc si vous avez des questions, on serait ravis de répondre à toutes les questions que vous avez sur cette méthodologie et cet outil. Et on espère que cette conférence aura répondu à vos attentes. Donc voilà, on a encore un peu de temps, donc surtout, Oui. n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vais en relayer une. Allez, est-ce que j'en ai moi? Oui. Je veux aussi... enfin, la question, c'est outils visuels, mais vus par qui? Et est-ce que c'est accessible aux planeurs et à qui d'autre en plus des planeurs? Donc, je pense qu'il faut qu'on y réponde un peu tous. Moi, déjà, la première chose, hein, on se rend compte que ça touche déjà les métiers. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a les métiers de planification, il y a les métiers aussi d'exécution. C'est de l'aide à décision à différents endroits, hein, donc dans les routines à mettre en place qui correspondent ou qui existent déjà, hein, souvent, qui permettent le pilotage opérationnel, le pilotage des urgences, etc., quoi. Toutes les boucles du SNOP. Je ne sais pas si, Bernard, tu peux parler rapidement oui, de qui voit par rapport justement alors comment ça se fait. C'est tout l'intérêt de la méthodologie et des outils de partager d'un bout à l'autre et à tous les niveaux de l'organisation les mêmes jeux de priorité. C'est aussi d'ailleurs un parti pris, en l'occurrence de Demand Driven Technologies, de fournir l'accès aux outils à tout le monde. C'est-à-dire qu'on on va avoir des nombres d'utilisateurs illimités justement pour permettre ça. Et le type d'organisation qu'on va avoir, c'est que bien entendu, les écrans qu'on a vus tout à l'heure, ils vont être à la portée du planificateur. Le responsable des appros, donc le planificateur va voir son portefeuille, le responsable des appros va voir le portefeuille de l'ensemble des approvisionneurs. Plus peut-être il va regarder un peu plus des tableaux de bord génériques sur comment évoluent les articles, quelle est la proportion d'articles à problème, etc. Le directeur supply chain lui aussi va avoir une vue agrégée, mais on va aussi décliner des vues opérationnelles. Par exemple, un exemple sur la pharma, où je ne sais pas s'il y a des gens du secteur de la pharma ici, mais il y a en général en pharma le contrôle qualité, le QC, QA peuvent être des contraintes majeures et typiquement ils vont disposer de leur propre vue qui reprend exactement les mêmes jeux de priorité que ce que l'équipe supply chain et les planeurs vont avoir, de manière à savoir qu'il faut qu'ils mènent les analyses et qu'ils traitent les libérations de tel lot, tel lot, tel lot
dans la priorité qui correspond au rouge, jaune, vert des besoins clients, des risques stock, etc. Donc, ça permet réellement d'aligner et de décliner ces jeux de priorité à tous les niveaux de l'entreprise et pour les différentes fonctions impliquées. Merci. Alors moi, j'ai deux questions. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs et des environnements rédhibitoires à la mise en place du DDMRP, complexité des process, maturité de la supply chain de l'entreprise? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que finalement peu d'entreprises ont franchi le pas aujourd'hui et que la majorité reste sur un MRP classique? Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui sautent le pas quand même, donc ça c'est bien. Je vais dire que des grands acteurs du marché, des ERP, etc., ont mis quand même longtemps à adopter le modèle. Maintenant, c'est parti et ça, je dirais autant en 2014, 15, 16, il y avait vraiment que quelques aventuriers qui étaient partis, au moins en France. Autant aujourd'hui, ça devient quand même une pratique reconnue et supportée. Il y avait aussi un frein à l'époque, c'est que en 2014-2015, il y avait un outil sur le marché qui sont les solutions de Demand Driven Technologies. Aujourd'hui, il y a une trentaine de softs, donc il y a du choix et il y a la possibilité de mettre en œuvre de manière, dans chacun des environnements, peut-être plus facilement. Est-ce qu'il y a des environnements rédhibitoires? Au début, ce qu'on disait, c'est que un environnement engineering to order, donc où on a vraiment sur des articles qui sont en mode projet, avec conception et fabrication à la commande, n'était pas nécessairement éligible. Finalement, on a vu un certain nombre de cas d'application qui intégraient les techniques demand-driven dans un environnement de type projet. Donc, même un environnement de ce type-là peut bénéficier de l'approche méthodologique. Par contre, on va sans doute y rajouter un peu de technique du type chaîne critique pour vraiment traiter la partie gestion de projet. L'autre point sur lequel je voudrais réagir, c'est est-ce qu'il y a un prérequis en termes de maturité supply chain ou maturité des pratiques? En fait, il y a quand même pas mal d'entreprises qui disent non, mais on n'est pas suffisamment mature sur notre MRP, on doit d'abord améliorer notre MRP avant de passer sur du DDMRP. En réalité, c'est d'un point de vue plutôt un contresens parce que c'est plus facile de mettre en œuvre et de maîtriser un DDMRP que d'avoir un MRP maîtrisé d'un bout à l'autre. Parce que justement, il y a plus de résistance et de tolérance. Tu parlais de robustesse, Christian, sur le Kanban, etc. Il y a plus de tolérance aux problèmes de données, par exemple, que dans un DDMRP que dans un MRP. Donc, si vous vous bagarrez pour bien maîtriser votre MRP depuis des années, c'est peut-être le moment. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Ravi de vous avoir eu avec nous pendant 1h30. Merci Bernard pour ta contribution. Merci à vous de m'avoir invité. Et écoutez, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre site internet. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et un très bon week-end. À bientôt. Merci. Voilà. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.